Salam alaikum. Donc, je vous remercie tout d'abord, je remercie le professeur Kourouboubi et le comité d'organisation de m'avoir invité à vous joindre à cette session d'urgentologie pédiatrique. Et donc, j'enchaîne moi aussi avec des cas cliniques d'état de mal convulsif, mais cette fois-ci chez le grand enfant. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Donc, il s'agit de Hiba, qui est âgée de 12 ans, qui nous a été amenée par sa famille pour une crise convulsive. Alors, l'histoire de la maladie, elle remontait au jour même de son admission par une crise convulsive tonico-clonique généralisée, bref, d'une durée estimée à 1 minute, avec une notion de morsure de la langue. Au cours du transport, elle a eu une deuxième crise généralisée, bref, et l'évolution à son admission aux urgences était marquée par une troisième crise tonico-clonique généralisée, prolongée, de 5 minutes, qui a nécessité l'administration d'une dose de diazépam intrarectale, ce qui a permis d'arrêter la crise. Alors, dans ses antécédents, donc Hiba est né de parents consanguins de premier degré, il avait un bon développement staturopondéral et psychomoteur, il est scolarisé en première année collège et n'est pas épileptique, il n'y a pas de contagion tubercule. En fait, on a retrouvé dans ses antécédents aussi que 2 à 3 semaines avant son admission, elle avait une histoire d'asthénie, de toux et de fièvre, pour laquelle elle avait reçu une amoxicilline par automédication, mais sans amélioration, et qui a rapporté aussi des arthralgies au niveau des grosses et des petites articulations, et c'était de type inflammatoire. Alors, l'examen à l'admission, après stabilisation, bien sûr, de l'état de mal épileptique, trouve l'enfant qui est altéré, qui est fébrile à 39, il avait un GSS à 14, il n'y avait pas de signe déficitaire avec des pupilles égales et réactifs. La fréquence cardiaque, il était tachycarde à 124 avec une tension normale pour son âge, une auscultation cardiaque normale. Sur le plan respiratoire, elle était polypnéique. Elle avait une saturation 90% à l'air ambiant, 98% sous 2 litres d'oxygène, avec une matité, une abolition des murmures vésiculaires en basie thoracique gauche. Un abdomen légèrement sensible, mais il n'y a pas d'hépatosplénomégalie. Et on avait noté une arthrite au niveau des 2 chevilles, bilatérale et symétrique au niveau des 2 chevilles. Les aires ganglionnaires étaient libres et il n'y avait pas d'atteinte ni cutanée ni muqueuse. Donc à ce stade, qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic? Donc elle est altérée, elle est fébrile, elle a un syndrome d'épanchement liquidien à l'examen clinique, elle a une arthrite en bilatérale et n'oublions pas bien évidemment qu'elle avait convulsé. Donc nous avons évoqué des causes infectieuses telles qu'une septique. Donc, oui, négative. D'accord. Non. C'est sûr qu'il est tout à fait d'accord. Alors, nous, on avait commencé par des causes infectieuses telles qu'une septicopioémie, une tuberculose multifocale, une endocardite infectieuse avec des emboles septiques. On a évoqué aussi des causes hématologiques, un syndrome d'activation macrophagique primaire ou secondaire, ou des pathologies inflammatoires, telles un lupus systémique. Alors pour ça, donc, bien évidemment, il faut demander des examens complémentaires aussi bien biologiques que radiologiques que biologiques. Donc, je commence la TDM cérébrale, il était normal. Donc la ponction lombaire aussi était normale. Concernant son imagerie thoracique, là sur la radiothorax, vous voyez qu'elle a une opacité basithoracique gauche à bord concave témoignant d'une pleuropneumopathie. Donc on avait complété par une TDM thoraco-abdominale qui objectivait un épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance avec quelques adénopathies infracentrimétiques sus et sous-diaphragmatiques. Non. Alors, l'analyse du liquide pleural était un exsudat, c'est un exsudat à prédominance lymphocytaire. On avait demandé même la recherche de gènes experts au niveau du liquide pleural qui était négatif. On avait complété une échocardio qui était tout à fait normale. Alors, après ce premier bilan, bien évidemment, on a complété par un bilan infectieux inflammatoire, un bilan systémique, un bilan immunitaire et un bilan d'activation macrophagique. Alors, voici le résultat de son bilan. Donc, il avait une anémie à 9, normochrome normocytaire, A régénératif, avec une ferritine à 320, avec, sur l'hémogramme, une leucopénie à 2850, avec une lymphopénie à 1100. Donc, le bilan infectieux, il avait une CRP à 56, mais une procalcitonie normale, un fibrinogène normal. L'hémoculture, il est revenu par la suite négatif. Le bilan d'activation macrophagique qui était normal. Elle avait un bilan hépatique normal, un ionogramme correct, une calcémie correcte et un bilan rénal, fonction rénale et protéinurie, comme avait demandé Mme Kourouboubi, qui était négatif.
Donc, il nous restait le bilan immunitaire, donc le complément C3 et C4 qui était consommé, avec des anticorps antinucléaires et anti-DNA qui étaient franchement positifs. Donc, au terme de ce bilan, au terme de l'examen clinique, au terme du résultat du bilan biologique et radiologique, et après avoir exclu d'autres diagnostics différentiels, donc la patiente, le diagnostic du lupus était retenu avec des critères de l'ACR 2019, avec un score qui dépassait les 10, donc avec la fièvre, les convulsions, la pleurésie, l'arthrite et les protéines du complément qui étaient consommées et le bilan immunitaire franchement positif. Donc dans l'immédiat, donc la patiente avait reçu une bolus de corticothérapie avec un relais par voie orale, ce qui a permis à court terme d'améliorer la patiente, de la stabiliser sur le plan neurologique, sur le plan hémodynamique et respiratoire. Elle a marqué aussi la pyrexie et on a pu transférer la patiente du service des urgences pédiatriques au service de pédiatrie pour un complément de prise en charge. Donc, c'était un état de mal convulsif révélant un lupus systémique. Donc, les convulsions en matière de lupus, ils sont je dirais de deux causes derrière, soit par atteinte directe des auto-anticorps, comme il peut être sans lien direct avec le lupus, secondaire à des troubles hydroélectrolytiques, métaboliques, infectieux, des crises hypertensives. Donc, d'autres causes sans lien direct avec le lupus. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier cas clinique. Et je passe au deuxième. Oui, et l'épanchement des séreuses, il est très décrit. C'est décrit même, et ça fait partie des critères. Exactement. Ça fait. Oui. Épanchement périque. D'accord. Elle était négative. Le bilan du syndrome d'activation macrophagique est négatif. Le syndrome d'activation macrophagique, toute maladie inflammatoire, que ce soit le syndrome d'activation macrophagique ou bien le Kawasaki, il peut se révéler par un tableau de pneumopathie, mais pas par un tableau d'épanchement pleural, voire même un foyer. Mais il n'y a pas de nécrose. Moi, je vois que sur la radio, quand même, il y a des lésions pulmonaires, comme la remarque que je viens de faire. Est-ce que vous avez recherché un mycoplasme? Non, ça n'a pas été fait. Non. Moi, quand même, l'aspect radiologique. Mais sur le plan scanographique, il y avait l'épanchement en bilatéral, effectivement, avec un foyer de condensation unilatéral. Mais dans le lupus, il n'y a pas de foyer. Oui. Mais bon. La patiente, elle a très bien évolué sous corticothérapie. Oui, mais le mycoplasme, il peut guérir spontanément. C'est possible qu'il y ait une co-infection possible. Oui, moi, ce qui m'interpelle, quand même, il y a des lésions pulmonaires. Oui, dans le lupus, au niveau du scan, tu as un aspect en verre dépoli. Mais là, je ne vois pas d'aspect de verre dépoli. Il n'y a pas d'aspect de verre dépoli, oui. Moi, franchement, après avoir écarté toutes les autres étiologies qu'on avait évoquées, et vu que les compléments C3, C4 étaient compléments, le bilan immunitaire qui était franchement et largement positif, il remplissait tous les autres critères de la CR. La patiente, elle était... Vous avez un recul de combien le recul? Le recul, c'est une patiente qui est toujours suivie, qui est toujours hospitalisée pour son lupus. Et qui évolue bien, qui a très bien évolué, qui a très bien répondu. Oui, sûr, après les bolus après sous corticothérapie, il a très bien évolué. Et il n'y avait pas une autre, comme on avait dit, le bilan de tuberculose, il était négatif. C'est pas un tableau d'endocardite infectieuse. Le bilan de SAM était négatif, donc toutes les autres étiologies. D'accord. Donc la deuxième... D'accord, Inch'Allah. Donc la deuxième, c'est Neda qui est âgée de 13 ans, qui était référée pour un état de mal épileptique. Donc il a eu une histoire
brutale d'une première crise convulsive à domicile. Elle a convulsé 2 crises convulsives tonico-cloniques au cours du transport. Et donc, à son admission au centre hospitalier provincial, elle avait eu, selon l'acte de référence, une crise convulsive focale, secondairement généralisée, prolongée, pour laquelle ils lui ont administré 2 doses de diazépam. Et puis, elle a été transférée au CHU. Donc, il n'y a pas de notion de traumatisme crânien, il n'y a pas de prise de toxiques, il n'y a pas de contexte infectieux ni de contagion tuberculeux, il n'y a pas de signe d'HTIC, il n'y a pas d'épilepsie. Alors, l'examen, son admission aux urgences, elle était fébrile à 38,8, avec une glycémie correcte à 0,8. Elle avait un GSS à 12 et un myosis bilatéral. Il n'y a pas de raideur ménagée, il n'y a pas de signe de focalisation, avec un encombrement bronchique très important qui nécessitait des aspirations régulières. Une fréquence respiratoire à 45 avec une désaturation à 88 à l'air libre. Sur le plan hémodynamique, elle était stable, un peu tachycarde à 112, une tension artérielle correcte, un taux de recoloration cutanée correct pour son âge. Et le reste de l'examen clinique était normal. Donc, état de mal convulsif avec fièvre, d'installation brutale. Donc là, vu la fièvre, on a évoqué les causes infectieuses. Vu l'installation brutale encore, on a évoqué les causes toxiques. Alors, on avait demandé une imagerie cérébrale qui est revenue normale. L'APL, elle était aussi normale. Son ionogramme était correct. La fonction rénale correcte, une calcémie correcte, radiothorax normal. Et on avait demandé aussi un screening toxicologique qui était revenu en faveur de l'alpha-chloralose. Donc, tout en sachant que la patiente n'avait pas rapporté, ni la patiente ni la famille n'avaient rapporté cette prise de toxique, mais c'était sur le résultat du screening. Donc, à H12, elle avait toujours une fièvre à 38,6, à GSS à 14, elle gardait toujours le myosis et l'encombrement bronchique. À H24, elle était déjà en bon état apéritique, un GSS à 15, des pupilles égales et réactifs, avec un état hémodynamique et respiratoire stable. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'alpha-chloralose, on sait que c'est un rodonticide. Il y a 2 types de raticides. Il y a ceux qui sont à base d'anticoagulants et les autres à base de l'alpha-chloralose. L'alpha-chloralose, elle possède 2 propriétés paradoxales, un effet sédatif et un effet d'hyperexcitabilité motrice. Donc, les signes cliniques de l'intoxication à la chloralose, il y a des signes neurologiques par des convulsions, des comas. On peut avoir des signes nicotiniques avec des myocloniques focales ou généralisées. On peut avoir des signes muscariniques avec un myosis, un encombrement bronchique et l'hypersialorée. Et c'était le tableau de notre patiente. On peut avoir aussi des signes cardiovasculaires, des bradycardies, des hypotensions. Et ce qui est connu, ce qui est fréquent dans l'intoxication à l'alpha-chloralose, c'est plutôt l'hypothermie, mais c'est rapporté aussi qu'on peut avoir des fièvres qui est expliquée soit de manière précoce par les crises myocloniques ou plus tard par des surinfections. Donc, le message, c'est que même si des tableaux, bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure notre collègue, même devant des états de mal épileptiques fébriles, pensez toujours à la recherche toxico. Chez cette patiente, on n'a jamais su si c'était accidentel ou si c'était volontaire, puisque ça n'a jamais été avoué par la famille ou par la patiente elle-même. Alors, le 3e cas clinique, c'est le garçon Ilyes, 9 ans, qui était référé pour un état de mal apéritique. Donc, il était hospitalisé dans une structure sanitaire pour un syndrome œdémateux, d'installation brutale, avec une bandelette urinaire positive, avec une hématurie à 2 croix, une protéinurie à 2 croix, et donc un tableau de GNA, fort probablement. Donc, à J2 d'hospitalisation chez eux, donc, ils présentent des céphalées et des convulsions tonico-cloniques généralisées, donc qui ont cédé sous diazépam. Donc là, tension artérielle, exactement. Donc à son admission, on avait GSS à 14 avec des pupilles égales et réactives. Il n'y a pas de signe de focalisation. Donc il avait une fréquence cardiaque correcte à 95 avec une tension artérielle pratiquement à 17,10, une auscultation normale. Donc, il était eupnéique, une saturation correcte, il n'y avait pas de râle crépitant à l'auscultation, apéritique, avec un syndrome œdémateux fait d'œdème des membres inférieurs, blanc, mou, pronologodé. Il était oligurique avec des urines foncées, la bandelette urinaire franchement positive. Donc, il était oligurique avec une DURS qui était calculée à 0,5 cc kilo/heure. Et il n'y avait pas de signes extra-rénaux, ni cutanés, ni articulaires, ni digestifs. Donc l'enfant avait continué à présenter plusieurs crises, donc d'où l'administration
du diazépam et du midazolam, du furosémide, donc à 2 mg par kilo par 12 heures, du loxène en intraveineuse en continu avec une amoxicilline. Et on avait complété par une TDM cérébrale qui est revenue en faveur des hypodensités corticales occipitales bilatérales compatibles avec un PRES syndrome. Et le PRES syndrome, donc c'est un syndrome d'encéphalopathie postérieure dont l'étiologie la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle. Donc le bilan est revenu en faveur d'une GNA, donc l'hémogramme normal. Elle avait une insuffisance rénale avec l'urée 1,8, une créatinine à 16, protidémie, albuminémie normale et un C3 qui est consommé, une protéinurie positive non néphrotique à 18 mg kg/jour. Donc l'évolution, l'enfant n'avait pas refait de crise. Il y avait une amélioration des chiffres de la tension artérielle, il y avait une régression des œdèmes, une relance d'une bande diurèse, une normalisation de la fonction rénale et une régression des anomalies neuroradiologiques. Et donc, c'était un tableau de GNA compliqué d'encéphalopathie hypertensive et d'un PRES syndrome, qui est une entité clinico-radiologique qui associe des signes cliniques neurologiques et un œdème cérébral au niveau des régions postérieures, pariétales et occipitales, ce qui serait dû à un déséquilibre entre des substances vasoconstrictrices et vasodilatatrices, ce qui est à l'origine d'une hyperperfusion cérébrale et d'une fuite capillaire entraînant l'œdème cérébral. Donc, dans l'HTA est la principale cause, mais bien évidemment, dans certaines situations, le PRES peut se voir avec d'autres pathologies. Voilà. Donc, au terme de ça, donc, devant tout état de mal convulsif, chaque minute et on dirait chaque seconde compte, comme a dit professeur Mkawi, une démarche didactique s'impose. Tout d'abord, s'agit-il ou pas d'une crise convulsive, et ça pour écarter tous les autres diagnostics différentiels, notamment les crises de tétanie, les crises hystériques et les syncopes qui peuvent simuler une crise convulsive. S'agit-il d'une simple crise convulsive isolée ou d'un état de mal convulsif? Et là, on revient aux définitions qui étaient très bien détaillées par professeur Mkawi. On pourra d'état de mal pour un tonico-clonique généralisé conseil à 5 minutes. Pour l'état de mal focal avec trouble de conscience, c'est à 10 minutes. Et en présence, état de mal avec absence, c'est à partir de 10 à 15 minutes. Bien évidemment, il faut instaurer une prise en charge adéquate. Il ne faut ni sous-traiter un état de mal au risque des complications de l'œdème cérébral et toutes les complications qui suivent d'un état de mal. Et il ne faut pas surtraiter au risque d'une sédation excessive de ces enfants. Donc l'intervalle idéal, c'est de traiter à partir à la 5e minute, et sans dépasser bien évidemment le délai, le T2, où s'installe où le risque de morbidité et de mortalité, il est très élevé. Là, c'est le protocole, je pense que c'est le protocole du service, mais ça doit être la même chose au niveau de toutes les structures au Maroc, vu les seuls produits qui sont disponibles, donc le diazépam. Et actuellement, on n'a pas le, bon, en tout cas à Fès, on n'a pas le vénobarbital, il n'y a ni gardenal, ni clonazépam. Donc, on utilise toujours du diazépam et directement, on passe au midazolam. Ça a été déjà dit à la première présentation, mais là, comme je fais juste une récapitulation, il faut une prise en charge spécifique de l'état de mal, sans oublier les axos, des agressions cérébrales d'origine systémique, qui doivent être cherchées et corrigées parce qu'il aggrave l'état de mal, en maintenant une température correcte, une glycémie correcte, une natrémie correcte, donc une pression artérielle correcte, correction de l'anémie, bien évidemment, c'est possible. Donc, après avoir géré tout ça, bien évidemment, la prise en charge spécifique et concomitante, il faut chercher une étiologie. Les étiologies sont très diverses et à travers nos cas cliniques, on voit aussi qu'il y a une différence entre la tranche d'âge, bien évidemment sans oublier le gros lot des convulsions fébriles entre 6 mois et 5 ans, on n'en parle plus chez le grand enfant. Les étiologies, il y a certaines qu'on peut évoquer, bien évidemment, quel que soit l'âge, mais la tranche d'âge, par exemple, le grand enfant, où on peut voir des crises, c'est prédominé par des maladies de système, les crises hypertensives, tout le reste, bien sûr, les encéphalites herpétiques, toutes les autres étiologies sont possibles. Donc, les causes, ils sont diverses, vasculaires, tumorales, inflammatoires. Certaines causes aussi, certaines causes malformatives. Et là, il faudrait qu'on insiste sur l'examen clinique, bien évidemment. C'est toujours en pédiatrie un examen. En particulier, si on a des signes cutanés, là, on a directement le diagnostic. C'est l'exemple des phacomatoses, par exemple, dans la sclérose tubéreuse de Bournovi, quand on a des macules hypochromiques avec un état de mal, avec des crises partielles, donc on a le diagnostic. Quand on a un angiome cutané, on regarde du trijumeau, on a le diagnostic. Sans oublier la tension artérielle, qui fait partie de l'examen systématique, que la glycémie. Et donc, les étiologies sont, bien évidemment, sont très diverses. Donc, une démarche didactique,
en prenant en compte l'âge de l'enfant, les antécédents de l'enfant, présence ou pas de la fièvre, les données de l'examen clinique, l'évolution de l'état de mal en lui-même, tout ça, donc avec l'aide de paraclinique, nous permet d'établir un diagnostic. Sans oublier aussi les enfants, une tranche d'âge qui pose aussi problème, c'est la catégorie des enfants qui sont déjà épileptiques. Et là, ça pose problème. Il ne faut pas les éradier à chaque moment. Donc, souvent, les causes qu'on trouve chez les patients épileptiques, c'est la mauvaise observance thérapeutique, des antipéleptiques sous-dosés ou des infections intercurrentes. Donc, l'approche diagnostic thérapeutique chez cette population, elle est un peu différente chez les enfants qui ne sont pas connus épileptiques. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Widad. Et puis, je tiens aussi à te féliciter. Donc, on félicite nos 3 oratrices pour leur présentation. Et je te félicite en particulier parce que tu nous as facilité la vie, tu as tout récapitulé. Et donc, voilà. Donc, j'insiste surtout sur la définition, tu l'as si bien dit. Donc, c'est une définition maintenant à 2 temps opérationnels, le T1 et le T2. Donc, après T2, c'est trop tard. Donc, il faut agir dès la 5e minute. Vous avez vu, c'est une urgence, c'est la première vraie urgence qu'on voit, on va dire, aux urgences pédiatriques. C'est 2 urgences. C'est quelque chose qui est vécu comme étant un état de mort imminente par les parents. Situation de stress aussi bien pour les parents que pour les soignants. Il faut, comme vous l'avez si bien dit, une prise en charge didactique. Il faut aussi une approche qui soit didactique pour éviter des examens qui sont superflus et aller vers l'essentiel. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, sinon, on va lever la session. Petite question. Applaudissez, c'est gratuit. Alors, c'est Cathy. Oui. Je demande, est-ce que la 2e dose de benzodiazépine sert à quelque chose? Je dirais oui, parce que souvent on commence par 10 à 15 ou bien vers moins 20. Quand ça ne s'arrête pas, on donne une 2e dose et ça s'arrête. Alors, est-ce que c'est la 2e dose? Est-ce que ça s'est arrêté par l'effet de la 2e dose? Je pense que parfois oui. Parfois aussi, on a des malades chez qui on a dosé la barbithémie et comme ils n'étaient pas dans les fourchettes, on va dire, quand on donne le complément et qu'on continue, on peut aller jusqu'à 40, on voit très bien que ça s'arrête. Voilà. Je pense que j'ai... Si tu as un ajout, non? Il faut aussi avoir des protocoles avec les produits qu'on a et ne pas laisser les gens chercher, dire qu'on n'a pas... Je pense qu'il faut mettre des protocoles avec ce qu'on a sous la main. Je veux dire qu'on ne va pas se perdre. Hein. On a le diazépam, le midazolam et le phénobarbital. Hein. Vous n'avez pas où bouger. Après, c'est le Nesdo et c'est la kétamine. Donc, c'est clair pour nous. Vous n'avez pas vraiment de problème. En attendant qu'on ait des autres produits. C'est bon? Merci.